Bonjour à tous et bienvenue au lancement de la 3e édition de l'Observatoire De Gaulle-Fleurance des transitions sociétales. Au programme, nous allons évoquer l'extension du devoir de vigilance, les futurs indicateurs de durabilité et les autres enjeux de RSE qui bouleversent le monde des affaires, les entreprises et leur valorisation. Pendant cet événement, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat. Nos invités y répondront en fin de séance. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Patrick Decambour, président du Sustainability Reporting Board de l'EFRAG, Emmanuel Faber, président de l'ISSB, et Luc Van Steenkist, président de European Issuers, qui représente les sociétés cotées en Europe. Mais avant de les accueillir, Pierrick Le Goff et Alexandra Novak, respectivement associés et avocates chez De Gaulle-Fleurance, vont nous présenter les principaux résultats de l'Observatoire. Bonjour Pierrick et Alexandra. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter nos résultats. Nous recensons à date 23 procédures au titre de la loi sur le devoir de vigilance. À titre de rappel, il s'agit de la loi qui instaure des obligations de prévention sur les grandes entreprises en matière de droits humains, protection de l'environnement, santé et sécurité des personnes. On peut tirer plusieurs constats de cette première statistique. Le premier, c'est qu'elle confirme nos analyses des éditions précédentes, puisque nous avions signalé un mouvement contestataire de la RSE avec une augmentation des tensions entre les ONG et les multinationales, clairement avec un doublement des procédures en mode combiné, mise en demeure, assignation en justice. On est dans la lignée de cette tendance que nous avions évoquée dans les observatoires précédents. On a un deuxième constat de cette statistique, c'est la confirmation de la préoccupation sur les sujets protection des droits humains et protection de l'environnement, qui sont deux des trois domaines de la loi, puisque la plupart des procédures concernent ces domaines. Le sujet de la santé et de la sécurité des personnes est plus en retrait. Nous avons également une troisième indication, c'est en quelque sorte la place particulière que jouent les ONG dans la mise en œuvre de la loi. Nous n'avons pas en France d'organisme de contrôle de la mise en œuvre de la loi et en quelque sorte ces procédures signalent que les ONG jouent un rôle de contrôle par le biais de leurs actions, ce qui nous permet de faire un clin d'œil sur l'évolution du droit comparé, puisque nous avons constaté l'année dernière que l'Allemagne a adopté sa loi sur le devoir de vigilance avec quelques traits distinctifs par rapport à la France. Tout d'abord, des seuils d'application beaucoup plus bas, puisque à partir de 2024, ce sont les entreprises allemandes de plus de 1000 salariés qui seront concernées, donc beaucoup plus d'entreprises qu'en France. La loi allemande instaure des sanctions financières, ce qui n'est pas le cas pour la loi française. Et puis, l'Allemagne a instauré un organisme de contrôle au niveau fédéral qui sera chargé du suivi et du contrôle de la loi. On a également l'exemple de la Norvège qui a également adopté sa loi avec également des seuils plus bas et donc un champ d'application plus important. Nous basculons sur notre deuxième statistique. Cette fois-ci, elle concerne le nombre de saisines des points de contact nationaux sur la base des principes de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. On constate pour l'année 2021 32 saisines, donc 32 plaintes déposées auprès des points de contact nationaux. Là encore, on peut en tirer plusieurs constats. Le premier, c'est qu'on reste sur un nombre soutenu de plaintes chaque année, puisque on est toujours depuis quelque temps à une trentaine de plaintes déposées chaque année. Le deuxième constat, c'est à nouveau la prédominance des préoccupations des sujets de protection des droits humains, puisque ce sujet se hisse à nouveau en tête du classement
des nombres de saisines, avec 80% pour l'année 2021 des saisines sur ce sujet de protection des droits humains, qui montre les préoccupations de ce qu'on appelle maintenant le business human rights, qui d'ailleurs permet également de faire le constat que les grandes entreprises se musclent et s'étoffent dans ce domaine avec des recrutements de spécialistes du sujet de la protection des droits humains. Et puis, dernier constat, les secteurs concernés, les secteurs touchés par ces saisines, on a des secteurs classiques par rapport aux années précédentes, avec le secteur minier qui reste en pôle position, mais nous constatons également des secteurs nouveaux, puisque le secteur de l'information et de la communication fait également son entrée parmi les secteurs touchés par ces saisines. Alors, tous ces développements signalent également une tendance que nous avions évoquée dans les éditions précédentes, à savoir l'avènement du droit dur de la RSE par opposition au droit souple relatant les démarches volontaires des entreprises. Cela étant, ça ne veut pas dire que le droit souple a disparu. Nous avons identifié notamment deux exemples qui permettent de montrer que le droit souple conserve également une place non négligeable dans les sujets de RSE. Tout d'abord, le plébiscite de l'adoption de la raison d'être par les entreprises sur la base de la loi Pacte. On est maintenant à quasiment à la totalité des entreprises du CAC 40 qui ont adopté en mode statutaire ou non statutaire une raison d'être avec une vision de combinaison des enjeux d'impact social et de l'approche de gestion du capital des entreprises. Et puis un deuxième exemple d'évolution de la RSE sur un domaine historiquement de droit dur, celui des sanctions économiques internationales. On sait, de par l'actualité géopolitique, qu'un nombre important de sanctions économiques internationales ont été adoptées à l'encontre de la Russie et on recense un nombre important d'entreprises qui ont fait le choix de manière volontaire soit de réduire leurs activités sur la Russie, soit de se retirer de Russie, alors que les régimes de sanctions ne leur obligeaient pas de faire cette démarche. Et on a notamment l'université de Yale qui a recensé sur sa plateforme plus de 1000 entreprises ayant décidé de faire cette démarche. Donc on bascule ici du droit dur vers le droit souple. Et ça me permet, à titre de transition, de passer la parole à Alexandra qui va nous présenter les évolutions au niveau européen. Tout à fait, merci Pierrick. Donc, nous avons voulu nous pencher dans le cadre de l'Observatoire de Gaulle-Fleurance sur l'ambition de l'Union européenne face aux enjeux de durabilité. Et nous avons constaté une vraie volonté d'accélérer la transition vers une économie durable, depuis 2015 notamment, puisque la Commission européenne a lié les objectifs de développement durable des Nations unies au cadre d'action de l'Union européenne. L'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 issu de l'accord de Paris est lui au cœur de la nouvelle stratégie de croissance proposée par la Commission européenne dans le cadre de son pacte vert pour l'Europe, qui privilégie aussi une transition socialement juste. Pour y parvenir, elle ambitionne de renforcer l'investissement et la gouvernance durable en favorisant la transparence des activités des entreprises européennes et des acteurs du secteur financier. Face aux besoins croissants d'informations comparables, fiables et pertinentes en matière de durabilité, la Commission européenne a souhaité étendre les obligations d'information et harmoniser les normes de reporting extra-financier afin de flécher notamment les flux financiers vers des entreprises ayant un impact positif pour la population et l'environnement. Sa proposition de directive CSRD sur l'obligation de publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, qui a été adoptée par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne en novembre dernier, modifie la directive NFRD qui avait posé un premier cadre juridique en 2014 concernant le reporting extra-financier des entreprises. Elle va concerner 5 fois plus d'entreprises puisqu'on passe de 10 000 entreprises soumises à la directive NFRD à environ 55 000 entreprises. Il s'agit de toutes les grandes entreprises cotées ou non, à l'exception des micro-entreprises cotées, ainsi que les PME cotées à partir de 2026.
Donc la CSRD clarifie le principe de double matérialité. Elle introduit une obligation d'audit, un renforcement progressif du niveau d'assurance requis pour ces audits et surtout de nouvelles normes d'information extra-financière qui devront être utilisées par les entreprises et qui ont été élaborées par l'EFRAG, qui a remis son projet de normes à la Commission européenne en novembre dernier également. Donc, dans le cadre de la directive CSRD, la Commission a mis l'accent sur la nécessité de prendre en compte les travaux existants et les cadres existants également dans ce domaine. Les normes de reporting de l'EFRAG ont été élaborées dans un souci d'interopérabilité pour éviter notamment le double reporting. L'EFRAG a collaboré notamment avec l'ISSB, même si on constate des divergences concernant l'application du principe de double matérialité qui est défendu par l'EFRAG et qui conduira les entreprises à publier des informations mesurant l'impact de leurs activités sur leur environnement et la population. Les standards de l'ISSB privilégient, eux, pour le moment, une matérialité financière simple qui mesure les incidences des questions de durabilité sur l'entreprise pour faciliter la prise de décision économique. Aux États-Unis, la réflexion est en cours. La Securities and Exchange Commission a récemment proposé une standardisation des informations sur le climat à destination des investisseurs et une consultation est en cours sur l'utilisation des standards en cours d'élaboration par l'ISSB qui seront incorporés éventuellement dans ces standards de la SEC. Face aux enjeux de durabilité, nous constatons une profusion de textes européens dont l'articulation est parfois complexe. À la directive NFRD qui a été adoptée en 2014, comme je l'évoquais précédemment, et qui concerne le reporting extra-financier, se sont ajoutés 2 règlements. Le règlement SFDR, adopté en 2019, sur l'obligation de publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier, et le règlement sur la taxonomie, adopté en 2020, qui établit une classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Tous ces textes sous-tendent la stratégie de l'Union européenne en matière de finances durables. La directive CSRD a, elle, été adoptée dans un souci de cohérence avec les obligations d'information relevant de ces 2 règlements, puisqu'elle conduit notamment les entreprises à publier des informations dont les acteurs du secteur financier ont besoin pour satisfaire eux-mêmes leurs propres obligations d'information. Des interrogations subsistent cependant sur l'interprétation des textes et notamment le règlement SFDR concernant les informations à communiquer en fonction des produits concernés et la notion de durabilité. À ces textes s'ajoute la proposition de directive CS 3D sur le devoir de vigilance qui est en cours de négociation et qui, notamment son champ d'application, et qui introduit de nouvelles obligations en matière de prévention des atteintes aux droits humains et à l'environnement pour les entreprises européennes de plus de 500 salariés qui s'exposent à des risques de sanctions et de mise en jeu de leur responsabilité en cas d'incidence négative de leurs activités, de celles de leurs filiales, mais également de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire leurs partenaires commerciaux. D'où la question, et c'est ma dernière slide, ces nouvelles réglementations qui conduisent à un bouleversement du fonctionnement opérationnel et stratégique des entreprises européennes qui sont assujetties, constituent-elles un risque concurrentiel ou une opportunité? Et cette question me permet de faire une transition avec nos invités de marque que nous interrogerons sur ces sujets. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir pour notre table ronde Patrick de Cambourg, président du Sustainability Reporting Board de l'EFRAG, Emmanuel Faber, président de l'ISSB, et Luc Van Steenkist, président de European Issuers. Bonjour à nouveau à tous les 3. Merci de nous avoir rejoints. Et Pierrick, je te laisse le soin de formuler la première question. Alors, je commence par une première question pour Patrick de Cambourg. Patrick, le projet de norme de durabilité au niveau européen élaboré par l'EFRAG a été remis à la Commission européenne en novembre dernier. Est-ce que ces normes ont réussi le pari de ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la compatibilité avec les normes, les cadres existants, notamment pour éviter des situations de multi-reporting pour les entreprises?
Pour répondre à votre question, je dirais que, en fait, les FRAG avaient plusieurs paris, vous mentionnez le terme pari, à gagner. Le premier, fondamentalement, était de répondre aux impératifs de la directive, la CSRD, qui nous a demandé de livrer donc ce que nous avons fait, en l'occurrence le 22 novembre dernier, les normes dites sector agnostiques. Donc, vous savez que la CSRD a des indications assez précises de niveau législatif sur ce que le niveau réglementaire doit traiter. Et donc, notre premier pari a été de nous situer dans la droite ligne de ce que demande la directive, en particulier la double matérialité, c'est-à-dire à la fois les risques et les opportunités pour l'entreprise, mais aussi les impacts de l'entreprise sur l'environnement et les personnes. Donc, c'est le premier pari. Le deuxième pari était évidemment de ne pas réinventer la roue et donc de capitaliser à partir des expériences, des initiatives qui existent déjà. J'en cite plusieurs et je vous répondrai plus précisément sur l'interopérabilité. La première chose, c'est que nous avions, d'ailleurs dès la task force qui a précédé les délibérations du nouveau pilier de l'EFRAG, le Sustainability Reporting Pillar, donc la task force que j'ai animée depuis septembre 2020 jusqu'à la livraison des exposés sondages en avril 2022, la task force avait noué des liens de coopération avec Global Reporting Initiative, qui depuis 20 ans, une vingtaine d'années, développe des standards sur le reporting sur les impacts. Donc, il nous paraissait utile de capitaliser sur cette expérience, voire de la porter un petit peu plus loin ou de tenir compte des pratiques qui se sont développées autour de cette initiative assez pionnière. La seconde, c'est qu'à l'évidence, en matière climatique, il fallait que nous nous inspirions de ce que la TCFD a fait et du cadre général qui a été mis au point sous l'égide de la TCFD. D'ailleurs, ceci nous a facilité les choses internationalement parce que les autres normalisateurs, notamment la SEC pour la partie américaine des sociétés cotées et l'ISSB dans son ambition de créer une global baseline, se sont aussi inspirés de la TCFD. Et enfin, sur l'ISSB, dont il faut savoir, comme vous l'expliquera certainement Emmanuel Faber, c'est qu'aujourd'hui, nous avions deux standards de référence, un standard général, le standard S1, et un standard climatique, le standard S2, et nous avions les exposés sondages qui ont été soumis à consultation publique. Nous avons aussi noté les résultats de la consultation publique de l'ISSB, et enfin les délibérations depuis le mois de septembre sur tous les sujets de modification et d'évolution que le board de l'ISSB envisage. Dans ce cadre-là, nous avons eu des réunions régulières, très régulières, et nous en avons bien évidemment encore beaucoup de programmées, avec pour objet de créer cette interopérabilité. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que les entreprises qui appliqueront les ESRS, qui doivent être adoptées sous le plan juridique par la Commission d'ici juin 2023, après un certain nombre de processus propres à la Commission, je crois pouvoir dire que les entreprises qui prépareront leurs sustainability statements sur la base des ESRS pourront également considérer qu'elles sont en ligne et qu'elles sont compatibles, interopérables, mais compatibles avec l'ISSB. Donc pas de reporting multiple, c'était notre objectif, faire en sorte qu'à la fois GRI, ISSB et TCFD au niveau inspirationnel soient prises à bord de nos propres standards. Alors justement, nous allons passer la parole
à Emmanuel Faber pour réagir. Emmanuel, vous êtes à la tête de l'ISSB, donc vous êtes également de votre côté en train de développer des standards. Quelle est votre réaction par rapport à ces constats, ces développements? Je le dis depuis le début, je pense que si l'Europe n'avait pas pris les devants avec le Green Deal, j'étais personnellement assez impliqué dans sa fabrication il y a quelques années, nous n'en serions pas là à l'échelle internationale. Et donc c'est à la fois un travail d'interopérabilité, mais je dois souligner aussi que la contribution de l'Europe à la construction de ce que nous faisons à l'échelle internationale est un élément qui est très important pour nous. Et donc, dans les mois, les années qui viennent, cette première expérience de coopération contrainte par les délais nous a permis de tester l'élasticité de nos capacités de part et d'autre. Et donc, je suis confiant sur le fait qu'on va pouvoir continuer à le faire, même si il ne s'agit en rien d'une équivalence automatique de part et d'autre. Il faut bien comprendre ça. Il s'agira de travailler sur, norme par norme, la capacité à créer mécaniquement cette interopérabilité. Donc ce sera un travail constant et je crois qu'à la fois la Commission, les FRAG et nous-mêmes, nous sommes engagés à créer et maintenir ce mécanisme d'interopérabilité pour qu'il continue à servir les besoins des décideurs économiques et financiers. Cette directive étend l'obligation de publication des informations en matière de durabilité par les entreprises qui devront utiliser les normes élaborées par les FRAG. Et ma question est la suivante. Ces nouvelles exigences, qui peuvent être perçues comme des contraintes, constituent-elles un risque concurrentiel pour les entreprises européennes ou une opportunité? Parmi les 55 000 entreprises concernées par la directive CSRD, la plus grande partie n'est pas cotée en bourse. Ce sont des petites sociétés ou de moindre taille qui ne sont pas suffisamment préparées à cette évolution, à ce reporting de durabilité. Et dans ce sens, il est important, les bénéfices de ces indicateurs sont incontestables, c'est tout à fait clair, comme méthode de mise en question pour les sociétés. Mais il faut oser le dire, la collecte des données et surtout l'obligation de cette collecte dans les chaînes de valeur rendent l'exercice difficile et consommateur de beaucoup d'énergie et de temps. On sait donc que les coûts vont augmenter pour toutes les sociétés, grandes ou petites, avec les nouveaux normes et les standards de l'EFRAG. Mais je suis convaincu que l'on sous-estime sérieusement les coûts pour les sociétés de moindre taille et l'effet sur leur rentabilité. On sous-estime surtout les frais d'investissement de la mise en place de ce genre de système, auxquels s'ajoutent annuellement les coûts récurrents d'audit et de collecte des données. Niveau compétitivité, les standards forment bien sûr une opportunité stratégique envers les concurrents européens. Ce qui se pense est reconnu par tous, mais la nécessité de changement de la méthode de travail, que ce soit dans l'industrie ou les services, exigera dans la plupart des cas de profondes adaptations et investissements. Et là, pour trouver les moyens financiers, la taille de la société forme un critère extrêmement important et serait donc un handicap pour les sociétés petites et moyennes. Si les pays, et de préférence l'Europe, ne trouvent pas un système motivant de financement, et je viens d'entendre qu'il y en a quand même quelques initiatives dans ce sens, sinon on risque de voir beaucoup de sociétés déjà niveau bilan affaibli par les problèmes du Covid, la crise énergétique et l'inflation simplement disparaître. Bref, l'Europe est en avance sur la prise en compte du changement climatique, ce qui est un atout. C'est une opportunité pour les entreprises qui sont innovantes, qui inventent l'économie décarbonée de demain, qui ont des possibilités de financement, mais toute transition prend du temps et requiert de l'innovation. Et dans ce contexte, l'Europe devrait se préoccuper aujourd'hui beaucoup plus de stimuler l'innovation et son financement, mais je crains que certains pensent que tout peut être réglé par des lois et des amendes.
Patrick de Cambourg, je me permets de me tourner vers vous à présent. Le travail considérable que vous avez accompli en peu de temps pour remettre à la Commission européenne ces normes d'information extra-financière fait-il naître, selon vous, des craintes légitimes auprès des entreprises européennes? Écoutez, oui, bien sûr, il y a, ne nous trompons pas, le fait de créer un deuxième domaine de reporting normalisé. Donc, on a aujourd'hui le domaine financier qui est très normé, connu, balisé, mûr, doté d'une véritable maturité. Le fait de façon ambitieuse de vouloir créer un deuxième pilier du reporting normé pour les entreprises, initiative que l'Europe a prise, est incontestablement un changement non négligeable. Donc oui, il y a une mutation importante qui consiste à essayer de répondre à ce que nous pressentions tous, c'est-à-dire que l'information financière est essentielle, elle ne doit pas être évidemment réduite, elle n'est pas du tout ringarde, mais elle a besoin d'être fondamentalement complétée par tout ce qui y a trait, qui n'est pas capturé par l'information financière. Et comme vous le savez peut-être, après une vie d'auditeur et de senior partner d'un cabinet d'audit et de conseil, je fais de la normalisation depuis bientôt 8 ans. Donc, la normalisation financière est mature et la normalisation de durabilité est en train d'émerger. Donc oui, il y aura un travail et il y a une mutation qu'il faut prendre sérieusement. C'est une vraie gestion de projet. Ceci étant, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, entre les exposés sondages et les standards qui ont été livrés à la Commission le 22 novembre, il y a eu un travail de proportionnalité pour créer quelque chose qui soit, sans mettre en cause le cœur même du réacteur, qui soit plus facile à mettre en œuvre. Et surtout qu'il n'y ait pas de duplication, qu'il y ait une grande cohérence et donc aussi une profondeur tout en étant significative, n'étant pas négative pour les entreprises. Ceci étant, également, pour tenir compte de cette première marche qu'il faut franchir, parce que ces standards seront suivis d'autres jeux de standards, notamment les standards sectoriels et les standards pour les PME, pour qu'il y ait une vraie progressivité dans la mise en œuvre, le temps a été calibré de façon à permettre à chacun de s'adapter. Les entreprises qui sont déjà dans la NFRD, et Luc mentionnait tout à l'heure le fait que depuis 10 ans, les grandes entreprises se préoccupent de ces questions-là. Donc les entreprises dans la NFRD devront mettre cela en œuvre sur l'exercice 2024, c'est-à-dire faire leur rapport pour début 2025. Les autres grandes entreprises le feront sur 2025, donc début 2026. Et quant aux PME cotées, elles le feront encore un an plus tard. Donc une progressivité a été créée. Je soulignerai cependant l'urgence qu'il y a, parce que vous avez mentionné dans votre propos introductif les réglementations qui pèsent sur la finance durable, et en fait, on pourrait dire à certains égards que l'Europe avait mis un peu la charrue avant les bœufs, parce que demander à des institutions financières de faire des reportings sur ce qui se passe dans leur financement ou dans leurs investissements, c'est bien, mais il faut encore qu'ils trouvent des informations. Et il faut faire extrêmement attention au greenwashing. Donc, il faut résoudre la question de la qualité de la donnée de durabilité rapidement. Donc, progressivité, mais aussi détermination, une vraie gestion de projet. Merci beaucoup, Patrick. Je me tourne à présent vers Emmanuel Faber en espérant qu'il nous entend bien. Donc, sans rentrer forcément dans des considérations de double ou de simple matérialité que vous évoquiez tout à l'heure, comment percevez-vous ces normes européennes qui ont vocation à emmener les entreprises plus loin dans leur démarche de durabilité? D'abord, j'ai dit tout à l'heure déjà ce que
je pensais du fait que l'Europe ait pris le leadership de cette question de construire une économie plus résiliente, parce qu'au fond, c'est ça la question. Le climat va transformer des avantages concurrentiels partout, les révolutionner dans certains secteurs, et le faire à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les pays, mécaniquement, l'un et l'autre. Et donc, la capacité à accompagner ces évolutions, à les anticiper, comme Luc le disait tout à l'heure, est fondamentale, à la fois pour la construction d'une économie plus résiliente, mais aussi pour l'avenir des entreprises européennes. Donc, je crois que ça, c'est nécessaire. Ensuite, il y a ce que disait Patrick tout à l'heure sur le fait qu'il s'agissait d'une démarche ambitieuse, de compléter la comptabilité. Le fait que l'Europe ait fait le choix de partir sur un ensemble, un spectre en fait complet, d'une certaine façon, même s'il a été un peu dédensifié après le draft de la CSRD depuis l'été dernier. Le fait de partir sur un spectre complet avec la double matérialité est évidemment très ambitieux. Si on s'en tient, si on veut comprendre d'ailleurs l'avis pragmatique des opérateurs économiques, on peut s'appuyer sur la consultation qui avait été menée par les IFRS en 2020 à la demande du G20, du G7, de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI, etc., pour savoir s'il fallait créer en effet, et est-ce que la Fondation était bien placée pour le faire, un organisme normalisant à l'échelle internationale sur ces sujets-là. La réponse a été oui, il faut le faire, et deuxièmement, le climat est urgent, donc démarrer par le climat. Donc c'est ce qu'on a fait, puisqu'on travaille sur la base de l'intérêt public des participants des marchés financiers globaux. Et donc on a suivi cette démarche-là et on est en train, d'ailleurs, on va, dès l'année prochaine, 2023, entamer un travail de complément. On a indiqué dans quelle direction déjà, sur les éléments de transition juste, les éléments sociaux et humains liés à la transition climatique. Et par ailleurs, les incidences dans les deux sens, risques et opportunités liées aux écosystèmes naturels. De nouveau, la COP est à 600 mètres d'ici, sur la biodiversité à Montréal. Mais c'est pour dire que, en partant sur un schéma normatif complet et qui plus est en matérialité multi-parties prenantes, c'est sûr que l'Europe a mis la barre très haut. De nouveau, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette expérience-là. De à la fois ses succès, ses inspirations, mais également des difficultés qu'elle a rencontrées, qu'elle continuera sans doute à rencontrer. Mais on n'innove jamais sans prendre un certain nombre de risques, et c'est cet équilibre-là que, en réalité, chaque pays devra trouver à l'intérieur de son propre consensus démocratique, ou en tout cas souverain. Je voudrais aussi rebondir, si vous me le permettez, sur ce que Patrick a dit sur la nécessité de compléter les comptes financiers. La lecture doit être une lecture intégrée et pas une lecture déctée de la lecture financière. C'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, les travaux européens vont dans ce sens-là, mais ils s'inscrivent à l'intérieur de quelque chose qui est beaucoup plus large. Et la question pour nous est de nous assurer que, au niveau international, les incidences sur la comptabilité sont bien prises en compte, sont prévues, sont articulées, de sorte que, d'une certaine façon, il n'y ait pas de confusion sur la façon dont les risques et les opportunités, les impacts sont pris en compte par nos normes, avec ce qui est déjà pris en compte ou pas dans les comptes financiers, qu'il y ait compatibilité et cohérence dans les hypothèses qui sont retenues dans les deux cas, et graduellement information de la reconnaissance dans les comptes des éléments de clarification des risques en particulier, mais peut-être aussi des opportunités qui
seront issus des travaux par les entreprises liés à notre travail de normalisation. Donc c'est bien un enrichissement de la comptabilité telle qu'elle existe aujourd'hui que nous visons, tant en Europe qu'à l'échelle internationale. Et c'est sur ce point-là qu'il me paraît important que l'interopérabilité entre les normes très complètes, y compris destinées à la société civile, aux ONG, à la prise de décision politique, qui répondent à des temps de passage et des constructions de décisions qui sont complètement différentes de celles de la décision économique. C'est pour ça que c'est très important que cette interopérabilité se manifeste bien dans les travaux que nous finalisons actuellement avec les FRAG. Merci Emmanuel pour ces éléments. Je vous pose la question que nous venons de recevoir d'un journaliste qui s'adresse à vous. Quelle relation y a-t-il selon vous entre indicateurs financiers et non financiers? Comment piloter de manière cohérente le modèle d'affaires et la durabilité? Avec ces nouveaux indicateurs, les entreprises ne vont-elles pas devoir profondément revoir leur modèle d'affaires? Parce qu'elles ont à revoir leur modèle d'affaires, qu'elles ont besoin de d'avoir à leur disposition des indicateurs qui leur permettent d'expliquer aux gens qui vont financer cette transformation. Les entreprises ne vont pas les financer toutes seules, ce sont leurs banques et leurs investisseurs qui vont le faire. Peut-être d'ailleurs que les politiques publiques vont créer, et elles l'ont déjà fait, des incitations qui contribueront à ce financement dans les deux sens, des carottes et des bâtons. C'est une formule qui fonctionne depuis longtemps. Donc, il est impératif, si l'on veut pouvoir investir sur de la transition climatique, d'expliquer en quoi cette transition va créer de la résilience et donc de répondre, de clarifier les risques qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de normalisation sur la caractérisation de ces risques. Savoir si les émissions indirectes dans un pays, dans une chaîne de valeur, dans un pays qui s'est soumis à l'accord de Paris, qui va donc chercher à faire en sorte que l'économie locale respecte la trajectoire de l'accord de Paris. C'est un risque de transition majeur. La transformation de cette partie-là de la chaîne de valeur doit se décarboner compte tenu des politiques qui sont publiques qui sont en place. Aujourd'hui, il n'y a rien pour le dire. Demain, on aura la vision précise de ça et donc les comités de risque et puis les comités d'audit et puis les conseils d'administration, les directeurs financiers et directrices financières devront prendre ça en compte, mais auront aussi la capacité d'expliquer l'existence de ces risques et les investissements nécessaires pour y faire face, s'y adapter et du coup entrer dans une phase de résilience des économies en face de ces changements. Donc, il ne faut pas inverser la démarche. Le changement climatique, c'est une réalité. Elle est plus ou moins proche dans le temps et dans l'espace, mais c'est une réalité. L'incapacité d'un nombre de cas de faire face pour des raisons, par exemple, de droits humains qui ne sont pas respectés, à l'accès à des valeurs, des chaînes de valeur. On a vu une entreprise française de services récemment voir sa valeur boursière divisée par 3 parce qu'il y a eu une enquête sur boursier en Amérique latine dans l'une de ses filiales. Donc ces risques existent. Simplement, aujourd'hui, il n'y a rien pour les décrire. Demain, les entreprises devront en effet, du coup, sans doute, en face de la capacité à pouvoir financer ça, prendre les devants sur la réinvention de leur business model. Donc, c'est en ça que ces normes peuvent, pour les entreprises qui sont un peu en arrière de la main, apparaître contraignantes. Pour celles qui sont plutôt en avance, au contraire, au service de cette innovation. Et c'est là que, de nouveau, les essentiels vont se créer. C'est la façon dont les entreprises vont se saisir de ces normes pour concrétiser les avantages concurrentiels qu'elles peuvent en tirer, que la différence va se faire. Il n'en reste pas loin, et j'arrête là, je suis très long, j'en suis conscient. Luc l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas, de mon point de vue, traiter une entreprise de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et une entreprise de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la même façon, bien évidemment. Et c'est là que chaque juridiction, chaque pays doit faire en sorte d'ajuster son consensus économique. Pardon, j'ai été très long. Merci. Alors nous avons maintenant une question qui s'adresse plus spécifiquement à Luc. Elle porte sur la
directive européenne qui est actuellement en cours d'élaboration. Cette directive que nous avons évoquée précédemment a un champ d'application beaucoup plus large que la loi française, ce qui veut dire qu'un nombre beaucoup plus important d'entreprises seraient concernées. Luc, comment les entreprises européennes se préparent, comment les entreprises européennes réagissent face à cette nouvelle directive? Or, tout d'abord, je pense vraiment que la mise en place d'une directive me semble inévitable car il ne suffit pas les standards de durabilité de l'EFRAC, il faut les inscrire dans un système de suivi qui vise à protéger concrètement l'environnement, les droits sociaux et la bonne gouvernance et organiser l'implémentation. Tout à fait d'accord. Et je vous assure que les entreprises sont plus que motivées par le projet. Mais les sociétés sont très inquiètes de la forme que pourrait prendre cette directive. Je m'explique avec un exemple. D'abord, les NGO, ONG, dans ma vision, et l'Europe font fausse route quand elles font peser le devoir de vigilance sur les épaules des banques, qui représentent 60% du financement des sociétés en Europe, envers 30% aux États-Unis. Donc, ils sont prépondérants dans le financement. Les banques sont incapables d'avoir un jugement sans faute sur l'impact climatique des projets que les entreprises leur soumettent pour avoir un financement. Ces enjeux sont beaucoup trop techniques pour elles. Même avec des équipes d'ingénieurs qui sont en train d'essayer de trouver, ils ne vont pas y arriver. C'est en réalité une responsabilité collective qui devrait incomber à tous, au gouvernement, aux scientifiques, aux ingénieurs, et qui en plus dépend, comme on le constate actuellement, d'imprévus géopolitiques. Ceux qui se sont acharnés, par exemple, sur l'élimination du nucléaire se rendent compte aujourd'hui qu'on ne saurait jamais faire la transition sans cette technologie. Il est fort probable qu'on aura toujours besoin d'une nouvelle technologie nucléaire après 2050. Concernant par exemple l'énergie verte, les solutions actuellement sur la table devront certainement être revues dans les années qui viennent, parce qu'elles sont imparfaites et dans certains cas, ils n'apporteront pas la solution voulue, soit par imperfection technique ou par effet secondaire non prévu, soit par un coût loin au-delà des estimations originales et par conséquence formant des solutions économiques non viables. Il me semble évident que ce genre de projet devra donc trouver son financement au niveau des bourses et pas au niveau des banques, et que les banques ne peuvent pas être le juge de tous ces projets qui vont venir. Et je constate en plus, ce qui m'inquiète, que le projet du marché des capitaux unis, le Capital Markets Union, semble à l'arrêt. Je plaiderai donc pour que l'Europe des 27 relance l'implémentation des recommandations que nous avons faites dans un high-level group il y a 2 ans et qu'en plus elle réfléchit à des incentives niveau capitaux à risque, par exemple avec des avantages fiscaux pour des investissements focalisés sur la durabilité climatique. Sans un chapitre dédicacé à ce sujet, la directive européenne, à mon avis, en préparation, elle est incomplète. Je me tourne maintenant vers Patrick de Cambourg. Patrick, nous avons reçu une question pour vous. C'est une question de Bruno Defin, professeur d'économie et Off Counsel chez De Gaulle Fleurance. La grande attente aujourd'hui, c'est le partage de la valeur, nous dit-il. En quoi ces nouveaux indicateurs nous aident-ils à atteindre cet objectif ? Je ferai volontiers écho à ce qu'a dit Emmanuel Faber il y a quelques minutes. En fait, quand on s'engage de façon... Alors, selon le dispositif européen, c'est-à-dire un dispositif qui prend en compte la double matérialité. Je pense que, comme j'avais d'ailleurs eu l'occasion de le dire, en 2019, dans un rapport que j'avais remis sur justement ce domaine de l'information que l'on appelait extra-financière à l'époque, au ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, il y a 3 avantages fondamentaux. Le premier, c'est que l'entreprise décide mieux. Elle anticipe, elle se situe dans le moyen et le long terme. Elle introduit dans ses paramètres des décisions des choses qui sont évidemment un peu plus complexes, mais qui ne relèvent pas de la simple rentabilité à court terme. On sait déjà, comme la prose de M. Jourdain, c'est ce que beaucoup d'entreprises font, mais le rendre transparent est un élément clé et surtout disposer de données fiables est à mon avis la base d'une stratégie d'entreprise, comme d'ailleurs d'une stratégie publique. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'effectivement,
on met sur la table les paramètres, en tout cas une partie des paramètres d'un partage négocié de la valeur, de la création de valeur. Parce que dans un environnement multi-parties prenantes, tout le monde dispose des informations et peut se faire une opinion sur la manière dont les choses ont été gérées. Et ça, c'est essentiel. Et enfin, cela vient d'être souligné par Luc, quel que soit le canal que l'on suivra, il est fondamental pour que la valeur perdure que l'on effectue les transitions multiples qui sont nécessaires. Et cela nécessite des capitaux. Et j'ai la faiblesse de penser que les entreprises qui seront transparentes auront plus facilement accès à des financements, que ce soit par le biais de la bourse ou par le biais bancaire. Car c'est quelque chose que j'avais constaté en 2019 dans les nombreuses entrevues que j'avais eues avec des asset managers notamment, il y a une volonté très forte de rendre l'investissement, entre guillemets, vertueux, c'est-à-dire tourné vers l'avenir. Et ça n'est pas simplement une lubie momentanée, je pense que c'est un mouvement de fond. Donc pour toutes ces raisons, oui, on va en tout cas vers une prise de conscience. Vous savez que la CSRD et les standards européens ESRS sont des standards de transparence. Ils n'ont pas vocation à demander des comportements qui seraient eux-mêmes au-delà de ce qui est demandé par les autres éléments du système législatif ou réglementaire européen. En revanche, quand on se met en transparence sur un marché, sur ce que l'on fait, évidemment, curieusement, il y a un mouvement vers, si j'ose dire, une sorte de cercle vertueux qui s'installe et qui permet le dialogue sur notamment le partage de la valeur. Merci beaucoup Patrick. Une question maintenant adressée à Luc. Donc un participant vous pose cette question. Ces normes de durabilité, celles de l'EFRAG, celles de l'ISSB ou celles en préparation aux États-Unis, peuvent-elles arriver à inverser le changement climatique ? Ça, c'est une très bonne question et pas facile à répondre. Moi, je pense que, de toute façon, pour inverser le changement climatique de la Terre, il faudra beaucoup plus que des standards. Dans un premier temps, puisque l'Europe a pris le devant, ce qui forme un avantage et un désavantage à la fois, l'Europe devra prendre quelques initiatives au niveau du problème de la concurrence envers des produits venant d'autres continents où ces standards ne sont pas imposés ou imposables. Je le cite parce qu'autrement on va l'oublier. Il s'agit là de la survie de nos sociétés et de nos économies. Dans une économie mondiale globalisée, je me rends bien compte que ce n'est pas facile à organiser et on peut craindre que le monde politique de l'EU n'arrive pas facilement à trouver une solution cohérente. Et ce qui peut prendre beaucoup de temps de négociation et ce qui peut coûter cher à notre position économique. Ça, c'est un premier point négatif dans le sens, est-ce qu'on va tout résoudre? Bien non, l'économie va quand même jouer un rôle dans cette réussite qu'on essaye tous d'obtenir. Mais le deuxième problème, c'est que le climat est un problème mondial. Et si les autres pays ou continents ne font pas pareil, on sait tous que les effets directs du plan de l'EU ne suffisent pas du tout pour sauver la planète. Ceux qui pensent que l'Europe n'a qu'à payer pour régler les problèmes des autres pays, à mon avis, font fausse route, puisque les problèmes sont considérables et dépassent les moyens de tout le monde. C'est une histoire de temps, de transition et de beaucoup d'argent. Et les autres pays et continents devront donc faire, eux aussi, des efforts adaptés à leur situation particulière. Et surtout, le problème du climat est un problème qui dépasse le monde des entreprises. Là, j'ai encore un élément que je voudrais vous soumettre. Je constate une sorte de détermination quasi négative chez certains envers les entreprises, comme seule origine des problèmes de l'échauffement de la Terre. Mais ce problème demande un changement d'attitude de chacun d'eux, une volonté de vivre autrement et d'apporter chacun, selon ses moyens et ses possibilités, de s'adapter à cette nouvelle réalité. Et chacun devra donc apporter son quote-part. Pour cela, il n'existe pas de normes ni de standards. Cela requiert la bienveillance de chacun et un sens de responsabilité partagé, associé à une gouvernance politique
cohérente et stable. Et vous allez dire, vous êtes en train de rêver, mais il faut pouvoir exprimer un rêve pour qu'un jour peut-être quelqu'un le réalise. Merci à tous et rendez-vous sur le site de De Gaulle Fleurance pour retrouver le replay et bien sûr l'Observatoire.